quel moment les enfants vont être concernés par une scolarisation à l'EREA? Quel est leur parcours? Est-ce qu'on peut demander directement à s'inscrire à l'EREA en téléphonant au directeur? Ou alors, est-ce qu'il y a d'autres étapes? Voilà, comment ça se passe? Donc, a priori, enfin même pas a priori, il est tout à fait impossible s'inscrire ou d'inscrire un enfant directement à l'EREA. Il faut systématiquement que ça passe par le centre de référence pour les troubles d'apprentissage, qui vont, à partir d'un certain nombre de critères qui sont établis en fonction donc de la prise en charge à l'extérieur, enfin en consultation. Donc sur critères, les enfants sont admis en hospitalisation de jour pour un temps, là on met des a priori, 1 an ou 2 ans, mais il arrive que ce soit plus longtemps, il arrive aussi que ce soit moins longtemps. Donc pour une période donnée, pour un certain nombre de rééducations par semaine et accompagné d'une scolarité ici à l'EREA. Donc il y a une interdépendance entre l'EREA et le CRTA, puisque si le CRTA n'existe pas, bien évidemment, on a beaucoup moins d'enfants, et donc on ne travaillerait qu'avec les enfants qui sont hospitalisés en hospitalisation de longue durée dans les services. Mais si l'EREA n'existe pas, le CRTA aurait du mal à exister, puisque les rééducations étant très importantes, il y a nécessité d'y avoir une scolarisation adaptée. Et sans scolarisation adaptée, les rééducations auraient des difficultés à être mises en place. Donc une interdépendance entre le service, le CRTA, et puis l'EREA, et avec un travail de fond, c'est-à-dire qu'on va accueillir l'enfant avec le trouble qu'il a, pour lequel on n'a pas forcément toutes les bonnes indications, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des diagnostics bien évidemment qui sont posés, mais qu'est-ce qu'on va mettre nous en place comme modalité pédagogique pour que cet enfant soit pris en compte dans sa globalité? Donc il faut qu'on s'adapte systématiquement à la particularité du trouble. Alors on est aidé, bien sûr, c'est aussi le but du jeu, c'est que le partenariat qui est mis en place avec le CRTA, il se fait à tout niveau. Il se fait par le biais des réunions médico-pédagogiques où on va là discuter du trouble de l'enfant, du contenu de la rééducation et aussi de la scolarisation et de l'adaptation, des adaptations qui sont mises en place pour la scolarisation. Car bien évidemment, on ne va pas, nous ici à l'EREA, reproposer aux enfants ce qu'ils ont pu vivre jusqu'à présent dans leurs écoles, à savoir une scolarisation de type traditionnel avec tout ce que cela peut comporter de positif et de négatif. Donc il faut qu'on puisse, nous, adapter toutes les modalités pédagogiques pour que on puisse travailler de pair avec la rééducation. Mais il n'empêche quand même que nous conservons malgré tout notre vision, qui est une vision pédagogique, de ce que peut être un apprentissage. Il arrive, bien évidemment, que s'il y a par exemple beaucoup, dans le cadre d'une rééducation en orthophonie, avec essentiellement tourné sur l'apprentissage de la syllabique, on aura, nous, tout intérêt à travailler de concert avec l'orthophoniste, mais aussi de proposer d'autres types de supports qui vont permettre à l'enfant, à un moment donné, d'avoir aussi une autre entrée dans les apprentissages. L'idée, c'est de voir comment on peut conforter et de donner du sens aux apprentissages des enfants. Un enfant qui est pris en charge, qui est en rééducation d'orthophonie ou en ergo, ne voit pas, même s'il sait pourquoi il est là, il ne voit pas toujours pourquoi il fait ces choses. Pourquoi est-ce qu'il faut que j'apprenne preux, breu, dreux, bon. Donc il faut à chaque fois recontextualiser les choses et faire en sorte qu'à l'école, et que l'école ait du sens pour lui. Nous, notre objectif, c'est de le faire entrer de nouveau dans les apprentissages, puisqu'il est
je dirais pas sorti, mais soit à un moment donné, il s'arrête, c'est-à-dire que le rapport à l'école est assez difficile. Donc nous, notre travail, ça va être de favoriser cette nouvelle entrée dans les apprentissages en lui proposant des entrées différentes. Donc c'est vraiment tout le cœur du métier pour nous, c'est ça. Ça va être de favoriser et de mettre en place une dynamique qui va permettre à l'enfant de voir pourquoi, à quoi ça sert l'école, à quoi ça sert d'apprendre. Est-ce qu'on peut trouver du plaisir à apprendre? Est-ce que plus tard, je pourrais faire tel métier ou tel métier? Voilà, tout ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Et parallèlement, travailler aussi avec les rééducateurs sur le côté beaucoup plus technique, et puis de mettre en phase la rééducation et puis l'école. Donc pour l'enfant, c'est une situation où il est pris en compte de façon très, très personnalisée. Est-ce que vous pouvez dire un peu ce que ça veut dire pour lui et pour sa famille, pour ses parents? Ce que ça implique? La personnalisation implique beaucoup de choses. C'est-à-dire que ce qui est aussi véritablement, je dirais, la philosophie du projet quand l'enfant entre ici, c'est que il va être pris comme il est, c'est-à-dire sans aucun a priori. Son trouble, bon, c'est une chose, mais lui, il existe aussi. Hein. Donc, il va être tout de suite pris en compte en termes de sa personnalité, le rapport qu'il a avec les autres, je veux dire qu'il existe en tant que personne, en tant qu'individu. Et ça, c'est déjà très très important, parce qu'à l'école, souvent, on sait pertinemment que les instituts ou les profs ont des propos individualisés avec les enfants, en fait, un quart d'heure ou 10 minutes par jour, pas plus. Bon. Ici, non. Ici, ça va être tout le temps. Ça va être tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès l'instant où il arrive, il y a les petits rituels qui se mettent en place, il y a des interactions constantes entre les enfants du groupe, avec les adultes, et pas seulement qu'avec les adultes de la classe, mais aussi avec tous les autres adultes, puisqu'il y a des intervenants du second degré, donc l'enfant va être aussi en contact avec d'autres professeurs. Donc il va être sollicité constamment. C'est le côté intéressant du système, mais c'est aussi très fatigant pour l'enfant, puisqu'il il est sollicité constamment et il faut qu'il réponde. Il faut qu'il entre dans le projet. Pour les parents, c'est aussi, à un moment donné, il va falloir aussi qu'ils accompagnent leur enfant dans la rééducation, en se disant et en se persuadant quand même que ici, il y a des rééducations, il y a une scolarisation, mais que quand il va sortir, il ne sera pas forcément guéri. Bon. Donc c'est aussi peut-être à un moment donné la possibilité pour le centre, mais aussi pour nous, d'expliquer aux parents qu'il va falloir vivre avec ce handicap, que l'idée c'est de trouver un système et des outils pour que les enfants puissent vivre avec et faire leur vie, voilà, et leur vie scolaire notamment, la plus intéressante possible, et que les parents puissent intégrer ça. C'est-à-dire que de toute façon, il n'y a pas de réparation possible. Il y a simplement que les enfants reprennent confiance en eux, les enfants utilisent des outils qui vont leur permettre de continuer les apprentissages, les enfants vont peu à peu se dire, en fin de compte, oui, je suis dyslexique, mais alors il y a des gens qui sont dyslexiques et puis qui réussissent très bien leur vie. Et donc, c'est l'occasion peut-être pour les enfants et puis pour les parents de se conforter dans le fait qu'ils sont comme les autres. Voilà. La seule chose, c'est qu'il y a une petite différence, mais il reste malgré tout des enfants comme les autres. Donc là, les discussions avec les parents sont souvent intéressantes, puisqu'on voit aussi l'évolution, c'est-à-dire l'espoir qu'ils manifestent quand les enfants arrivent ici. Il ne faut surtout pas qu'à un moment donné, ils disent c'est raté, mon enfant il sera toujours dyslexique. Oui, votre enfant sera toujours dyslexique, mais
Et alors, il va faire en sorte qu'on va essayer de faire le maximum pour qu'ils puissent aussi rebondir et puis trouver une place dans l'école et dans la société. Donc les discussions avec les parents sont assez prenantes aussi à ce niveau-là. Bon, après, la différenciation de la santé des enfants, c'est, sur le plan pédagogique, c'est petit groupe de 6 ou de 7, selon les années, et il va falloir que l'Institut trouve le moyen qui va permettre à l'enfant, par exemple, de s'approprier plus facilement la lecture. Donc on va avoir des outils sur leur table, enfin sur leur bureau, on va avoir par exemple des sous-mains, on va avoir des fils numériques, on va avoir des installations informatiques avec un retour vocal, ou alors avec une dictée vocale. Donc tout va être complètement individualisé. En fonction du trouble, il y aura des outils qui vont être mis en place. Mais ces outils ne seront construits qu'au fur et à mesure de la découverte de l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a des enfants pour lesquels c'était rapide, on a vu tout de suite et donc on a mis en place très rapidement des outils. Pour d'autres, c'est un petit peu plus long. Pour certains, au bout de 2 ans, ils n'ont plus besoin de ces outils. Donc c'est complètement différencié, individualisé. Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas forcément pour l'autre. Et c'est toute la difficulté de l'enseignement ici. Ça veut dire que ce que l'on demande, nous, au Saint-Stit, aux profs, c'est non pas de faire un cours, mais de prendre en compte les enfants en termes d'individus, voilà, d'individualiser, et surtout pas de manière globale. Donc c'est particulièrement intéressant, mais aussi particulièrement difficile. Et pour ceux qui seraient, par exemple, déçus de ne pas être admis à l'EREA pour une raison ou pour une autre, Oui. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire sur les solutions alternatives? C'est un petit peu difficile, parce qu'en fait, sur le plan de l'éducation nationale, les alternatives, alors en termes de rééducation, il y a des départements, il y a des villes où il y a davantage il y a un tissu, il y a je dirais une infrastructure qui existe. Il y a des départements où il n'y a rien du tout. Il y a des départements où on a encore des dispositifs TSL, troubles spécifiques du langage. Il y a des départements où il n'y en a plus. Donc d'un département à l'autre, d'une ville à l'autre, la prise en charge des troubles d'apprentissage, elle peut se faire ou elle ne peut pas se faire. Donc ce qui est quand même particulièrement pénible pour les parents, parce qu'ils se disent, on le voit bien ici, quand on discute avec les parents, c'est, si je comprends bien, si j'habite dans les Yvelines, mon enfant il sera mieux pris en charge que si j'habite dans les Hauts-de-Seine. Bon, oui, voilà. Bon. Donc ça interroge quand même, en termes je dirais, d'unicité du principe de scolarisation pour les enfants handicapés. Ça veut dire que d'un département à l'autre, ou d'un bout à l'autre de la France, on ne sera pas pris en charge de la même manière. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que dans le cadre des dispositifs, quand ils existent, il y a donc des possibilités, bien évidemment, de mise en place d'un parcours aussi individualisé, puisque par le biais des PPS, des projets personnalisés de scolarisation, on peut adapter les emplois du temps, on peut adapter les enseignements. Il y a des gamins, par exemple, qui auront beaucoup moins d'heures d'anglais, ou alors moins d'heures de mathématiques, ou alors avec tel type d'aménagement, etc. Donc, c'est des choses qui existent, mais pour lesquelles il faut être extrêmement vigilant. C'est pour ça que nous, on a donc notre enseignant itinérant qui s'assure que systématiquement, quand les enfants sortent d'ici, on puisse être certain que le travail qui aura été fait ici ne va pas être perdu. Donc que les adaptations sont maintenues et que la prise en compte du handicap de l'enfant soit effective. Pour ceux qui ne viennent pas ici, c'est plus difficile, ça c'est évident, ça c'est sûr. C'est sûr que c'est pas facile de trouver des orthophonistes, c'est pas facile de trouver des ergothérapeutes, c'est pas facile pour l'éducation nationale de reconnaître que les enfants sont dans le champ du handicap et que sans l'aide de personne, il va falloir
aménager un certain nombre de dispositifs, donc c'est compliqué. Mais c'est tout à fait possible, parce qu'il y a heureusement de plus en plus d'enseignants qui sont sensibles au handicap et aux troubles des apprentissages. Donc ce qu'on peut dire aux parents dans ces cas-là, c'est premièrement d'alerter non seulement la MDPH, mais l'inspection académique, et puis ensuite, et d'abord, bien évidemment, les enseignants et puis les directeurs d'école ou de collège, et de voir avec l'enseignant référent comment est-ce qu'on peut mettre en place un projet personnel de scolarisation. Mais ce qui est vrai, c'est que c'est quand même le parcours du combattant, ça c'est évident.